Par une nuit d'orage au manoir Qian, Chen Yunsheng crie à ses parents qu'elle ne veut absolument pas épouser le prince Yi. Elle ne l'aimait même pas le moins du monde. La maison du grand conseiller était en très mauvais termes avec le prince Yi depuis un temps considérable, c'était bien connu. La mère de Yusheng confia à son époux, Chen Hosheng, que la vie de leur fille serait irrémédiablement ruinée si ce mariage devait avoir lieu. Hosheng comprit parfaitement, mais expliqua que cette union était arrangée par l'empereur lui-même, et qu'il ne pouvait donc absolument pas désobéir à un tel ordre. Mais Yusheng préférerait mourir plutôt que d'être marié au prince Yi. Sa mère la réconforta tendrement, lui promettant de ne jamais la laisser souffrir tant qu'elle serait à ses côtés. Océane demanda ensuite à Yusheng de faire ce sacrifice pour leurs parents, car s'il désobéissait, toute la maison du grand conseiller risquait d'être purement et simplement exécutée. Il voulait que sa fille fasse ce sacrifice pour eux, et il ne demanderait plus jamais rien d'autre, c'était une promesse solennelle. Yusheng supplia désespérément sa famille, disant que si elle n'était plus là, qui donc s'occuperait de son père et l'aimerait avec autant de dévotion qu'elle le faisait. Sa mère rappela alors que Yusheng n'était pas leur unique fille, faisant clairement référence à leur autre enfant, la jeune fille qui se trouvait sur la montagne du nuage spirituel. Océane ne pouvait absolument pas se résoudre à mentir à l'empereur, car il craignait par-dessus tout que le clan entier ne paye le prix fort pour une telle tromperie. Cependant, son épouse expliqua que ce ne serait pas du tout un mensonge, puisque cette jeune fille était en réalité leur fille aînée. Elle suggéra alors d'échanger les identités de Yunsheng et de Yunshi, étant convaincue que personne ne serait capable de les distinguer l'une de l'autre. Océane vit tout le sens de la suggestion de son épouse, et se demanda combien de temps une telle supercherie pourrait fonctionner sur le long terme. Se rappelant qu'elle n'était pas la seule fille, Yunsheng pensa alors à sa sœur aînée, cette simple d'esprit que leur famille avait malheureusement reniée et oubliée. Plus tard, Chen Yunshi prendrait la place de sa sœur et serait escortée dans un somptueux carrosse royal jusqu'au manoir du prince. Elle souleva délicatement son voile et tenta de jeter un coup d'œil discret par la fenêtre, mais son attendant, Su Rong, la prévint que c'était tout à fait inapproprié à ce moment précis. Yunshi serait placée dans une pièce où elle attendait de rencontrer le prince Yi. Elle se plaignit de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour se reposer et demanda aux serviteurs qui se trouvaient à l'extérieur ce qu'elle avait d'autre à faire. L'un des hommes lui dit alors, sur un ton badine, de ne pas précipiter ses devoirs d'épouse. Les serviteurs commencèrent à bavarder entre eux, évoquant la manière dont les autres concubines parlaient de la maîtrise absolument exceptionnelle de l'épée du prince Yi. Son surnom, disait-il, était le chevalier perceur, un nom qui en disait long. Quand Yunshi réalisa enfin de quoi ils étaient en train de parler, elle devint complètement confuse et se demanda avec anxiété ce qu'ils seraient amenés à faire lorsqu'ils se rencontreraient. Pendant que les serviteurs discutaient avec le chef à l'extérieur, elle le prit par erreur pour le prince et se cacha prestement sous la table. Yunshi tenta de jeter un coup d'œil furtif, mais à cet instant précis, le prince fit son entrée dans la pièce. Il avait le sentiment que le père de Yunshi tentait de le lier par une union purement politique, et ne voyait en Yunshi rien de plus qu'un pathétique et insignifiant pion. Il fit clairement savoir que seule Nan Qingwan était digne et apte à devenir sa princesse. En quittant la pièce, il ordonna que Yunshi soit immédiatement déplacé au pavillon de la sérénité. Yunshi ne douta absolument pas des paroles du prince. Elle se voyait comme l'incarnation même du malheur de ses parents, une véritable calamité, mais elle était extrêmement satisfaite, allant même jusqu'à danser joyeusement, réalisant qu'elle n'avait plus du tout à plaire au prince. Elle se sentait enfin libre, n'ayant absolument aucune idée qu'il se disait que le pavillon de la sérénité était en fait hanté. Arrivée sur les lieux, elle fut choquée de découvrir l'endroit complètement délabré et en ruine. Elle demanda à Su Rong d'aller dire au prince de lui trouver un autre endroit où loger, mais en se retournant, elle constata que son attendant s'était purement et simplement enfui. Cependant, elle ne se laisserait pas abattre si facilement. Non. Ayant grandi sur la montagne du nuage spirituel, un peu comme un animal sauvage, et dotée d'un instinct de survie aiguisé, elle était bien déterminée à nettoyer cet endroit en un rien de temps. Mais elle réalisa très vite qu'elle ne pourrait absolument pas faire cela toute seule. Elle allait donc invoquer son fidèle serviteur esprit, Mochi. Oh, attendez un instant, vous avez déjà eu l'occasion de voir Casper le gentil fantôme? Est-ce que ce serait un peu comme la version chinoise de Tiemu, vous croyez? Il se plaignit d'avoir été enfermé pendant si longtemps et menaça de la punir sévèrement. Cependant, elle prit le temps de lui expliquer toute la situation. Il pensait qu'elle menait désormais la grande vie et que le fait de venir dans la capitale animée, loin des montagnes, améliorerait grandement les choses. Mais il semble que se marier à un prince n'ait finalement presque rien changé à sa condition. Yunshi tenta alors de persuader Mochi de l'aider à nettoyer. Elle lui caressa tendrement le visage et il ne put absolument pas résister à ses adorables yeux. Il commença alors à briller intensément, utilisant sa puissante magie pour remettre absolument tout en ordre dans la pièce. Après cela, ils étaient tous deux complètement épuisés. Étant si occupés, Yunshi se rappela soudain qu'elle n'avait pas encore mangé. Avec sa tenue digne d'une ninja, elle bondit agilement par-dessus les toits pour atteindre la cuisine qu'elle avait repérée plus tôt. Mochi fut incapable de suivre son rythme et réalisa que quelque chose, tout près, était en train de drainer sa force vitale. Yunshi allait alors rencontrer le prince Ye Yemin, qui prétendait être l'un des gardes du palais. Pendant qu'il se battait, le haut de Yemin se défit, exposant ainsi ses abdominaux. Et en voyant ses vêtements amples, elle se demanda s'il était réellement un garde ou s'il était plutôt en train d'avoir une liaison secrète. Il finirait par bloquer toutes ses articulations, et Mochi, n'étant absolument nulle part à proximité, elle n'eut d'autre choix que d'utiliser une bombe fumigène pour s'échapper rapidement. La fumée le faisant se sentir étrangement faible, Yuming se demanda si cela n'était pas l'œuvre du père de la jeune femme. Le maître de Yunshi lui avait toujours dit que la vie n'était absolument pas décidée par le destin. On pouvait au contraire changer son propre destin par ses efforts personnels et sa volonté. En tant que telle, elle ne croyait absolument pas au destin, mais uniquement en elle-même et en ses propres capacités. Et personne n'allait lui dire ce qu'elle devait faire, c'était clair. Le lendemain, Yunshi se plaignit amèrement que rien de bon ne lui était arrivé depuis qu'elle avait épousé le prince en prenant la place de sa sœur.
Toujours très en colère contre Mochi pour l'avoir lâchement abandonné, elle le frappa violemment contre un arbre et ne considérerait de le pardonner que s'il la poussait sur la balançoire. Un homme qui passait par là entendit son rire joyeux et se demanda qui donc osait troubler la paix et la sérénité du palais. Il partit pour en avoir le cœur net, prévoyant de les saisir et de les discipliner sévèrement. Quand il arriva près de Yunshi, elle fut complètement stupéfaite. Elle ne pouvait absolument pas croire qu'un homme aussi incroyablement beau pût exister. Elle l'invita à se balancer avec elle, mais Mochi lui dit de ne pas tomber amoureuse si vite et se plaignit qu'il ne pouvait pas les balancer tous les deux en même temps. Elle tenterait alors de s'enfuir, mais il l'arrêterait, lui demandant s'il ne pourrait pas, devenir ami, puis se présentant comme Yuzimo. Il lui demanderait son nom, mais Mochi lui couvrit la bouche et Zimo se demanda pourquoi elle ne répondait pas, étant donné qu'il ne pouvait pas voir son compagnon esprit. Elle répondit alors qu'elle n'était qu'une nouvelle servante, une personne sans aucune importance à noter. Elle tenta de partir à nouveau, mais Zimo fut très persistant, lui faisant savoir qu'il était tout à fait impoli de ne pas donner son nom. Il voulait absolument connaître son nom afin qu'ils puissent se revoir un jour, qui sait. Soudain, elle le renversa même, avec une facilité déconcertante, tout en lui disant que son nom était grand-mère. Il rejoindrait son frère, Yumin, un peu plus loin, lui racontant l'histoire de cette nouvelle servante qu'il avait projetée, et il était absolument exubérant en racontant cette incroyable histoire. Il la désirait tellement, mais ne connaissait absolument pas son nom. Alors, Yuming proposa de lui offrir toutes ces nouvelles servantes qu'il venait d'engager. Quand Zemo évoqua le mariage de son frère, Yuming devint absolument furieux, car il ne voulait absolument pas en parler, c'était un sujet tabou. Le prince lui demanda alors des nouvelles d'une affaire qu'il lui avait confiée pour enquête, et Zemo répondit qu'Oshen ne pouvait plus du tout contenir son impatience. Une fois qu'ils auraient rassemblé suffisamment de preuves irréfutables, le prince ferait payer le clan Ho-Chian de leur propre sang. Pendant ce temps, Yunshi récitait un poème des plus mélancoliques lorsqu'elle entendit une voix féminine lui répondre. Elle se demanda s'il y avait quelqu'un d'aussi profondément triste qu'elle dans l'enceinte du palais. Et elle commença à suivre cette voix, choquée de découvrir qu'il s'agissait en fait d'une jument. Il y a bien longtemps, le prince montait avec un enthousiasme débordant ce cheval, et ce, toute la journée. Mais à présent, il ne le voyait plus d'un mois à l'autre, c'était une triste réalité. Comprenant la détresse de la jument, Yunshi la réconforta en lui demandant son nom. Mais la jument était bien trop embarrassée pour révéler qu'elle était en fait une succube. Yunshi affirma alors que son nom n'avait absolument aucune importance et décida de la nommer Papillon de cristal rêve violette neige élégante ou Ziwei en abrégé. Ce qui, je suppose, se traduirait par Juliette, mais Google, lui, pense que c'est quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas, vraiment. Je ne suis pas chinois, après tout, mais cela a tout son sens dans le contexte où Yunshi continue son poème et se réfère à elle-même comme étant Roméo. Alors, je vais m'en tenir à cette interprétation. Alors que Yunshi montait sur Juliette pour la chevaucher, Xiaopo fut absolument choqué de la voir ainsi sur le dos du cheval. Juliette était une jument d'une loyauté sans faille, qui ne laissait jamais personne d'autre que le prince la monter, et elle n'était vraiment pas facile à satisfaire. Il arrêta Yunshi et affirma avec force que Juliette était bel et bien son cheval, et Yunshi lui demanda alors de le prouver, mais Juliette le désarçonna violemment alors qu'il tentait de monter sur son dos. Puis elle s'enfuit en riant joyeusement, disant qu'elle ne laisserait Po la monter que s'il parvenait à l'attraper. Po était complètement embarrassé et se mit à pleurer, mais Yunshi lui offrit gentiment de lui apprendre comment dompter Juliette. De retour dans sa chambre, Yunshi était visiblement épuisé et affamé, à bout de force. Elle supplia Mochi de lui apporter de la nourriture, mais il refusa catégoriquement. Soudain, les lumières s'éteignirent brusquement et un esprit apparut, hurlant de toutes ses forces vers eux. Imperturbables, Yunshi et Mochi hurlèrent en retour, sans la moindre peur. Puis, elle utilisa un puissant coup de poing pour en finir une bonne fois pour toutes. Dans son état affaibli, le fantôme se présenta comme Sésame, un fantôme solitaire de très faible puissance, et il implora son pardon avec insistance. Yunshi pardonnerait Sésame à la seule condition qu'il les serve fidèlement et s'occupe de tous leurs besoins, sans exception. Il n'avait pas vraiment le choix, mais il accepta sans discuter. Pour ce premier ordre de servitude, Sésame leur servit un repas absolument merveilleux. Dans un rêve, nous voyons Yunshi exiger avec insistance d'emmener sa tante Shu et Che-Er avec elle au manoir du prince. Cependant, sa mère refuse catégoriquement, disant à Océane que cela pourrait irrémédiablement ruiner leur plan et que les servantes avaient déjà signé un contrat à vie avec eux, les liant à jamais. La scène passe ensuite à tante Shu, alitée et gravement malade, et à Che-Er, qui peine à laver des vêtements en pleine tempête de neige. Se réveillant de ce terrible cauchemar, Yunshi expliqua ce qui s'était passé aux esprits. Et après l'avoir longuement consolée, Mochi lui proposa de rentrer chez elle pour vérifier l'état de ses servantes. Yunshi accepta, mais elle aurait absolument besoin de se déguiser. En marchant à travers les rues animées et bondées, Yunshi fut attiré par un vendeur proposant des casseroles qui pourraient être utilisées pour cuisiner ou même pour l'autodéfense. Mochi pensa que c'était complètement stupide d'utiliser une poêle pour se défendre, mais Yunshi finit par acheter la plus grande de toutes. Elle acheta également un soi-disant article anti-vol et un poulet réputé capable d'attraper les voleurs en seulement 3 secondes. Mochi était absolument furieux contre elle pour avoir gaspillé une telle somme d'argent, c'était insensé. Après cela, ils tombèrent sur une foule entièrement captivée par la beauté absolument divine de Nanxingwan. Ils affirmaient même que son visage pouvait lancer 1000 navires, quoi que cela puisse bien signifier. Et quiconque l'épouserait serait le plus chanceux du monde entier. Même Yunshi elle-même voulait l'épouser. L'intendant de Qingwan, Qin Holy Dude, je ne peux absolument pas prononcer ces noms chinois, c'est trop compliqué. Quoi qu'il en soit, l'intendant interrompit la foule, leur demandant avec insistance d'arrêter de regarder sa maîtresse. Cependant, Qingwan la réprimanda sévèrement pour avoir parlé de cette manière. Un étranger la heurterait alors, lui dérobant son sac au passage, en un clin d'œil. Quand Qingwan tenta de le poursuivre, Yunshi intervint immédiatement. Elle nourrit le poulet attrape-voleur qu'elle avait acheté et le lança avec force sur le coupable, et après avoir été violemment renversé, le voleur s'enfuit à toute vitesse. Alors Yunshi se lança rapidement à sa poursuite. Elle arriva à un carrefour, complètement incertaine de la direction à prendre. Puis elle utilisa la boîte anti-vol spéciale qu'elle avait acquise, qui lui intima de s'enfuir sans tarder. Pendant ce temps, Yuming et son frère discutaient longuement d'Océane.
Il voyait Océane comme un renard rusé et manipulateur qui travaillait de concert avec des gens maléfiques. Mais à présent, avec son mariage arrangé, il tenait Yunchi comme une précieuse otage. Il croyait également qu'Ocean avait joué un rôle direct et majeur dans la mort tragique du général Nan. Le général Nan était un homme qui traitait Yuming comme un membre de sa propre famille, et Yuming jura de faire payer Océane de son propre sang. Qingwan était la fille aînée du défunt général Nan, une véritable déesse aux yeux des habitants de la capitale, de bonne nature, immensément populaire, et le centre de tous les commérages quotidiens. C'est pourquoi le voleur qui lui avait dérobé son sac croyait qu'il ferait une véritable fortune en vendant ces précieux objets. À cet instant précis, la poêle de Yunchi arriva en volant droit sur lui. Mais il l'attrapa habilement et contre-attaqua en la lui renvoyant, et Yunchi riposta avec force, donnant un coup de pied à la poêle directement dans sa tête, attrapant ainsi finalement le voleur. Après qu'il eut rendu le sac, elle continua quand même à lui frapper le visage un petit peu plus. Le voleur sortit alors une chemise, la suppliant d'épargner sa vie. Pendant qu'elle était un instant distraite, il utilisa cette opportunité pour lui lancer un poignard. Mais Sésame la protégea de son corps, et elle fut très en colère contre lui pour avoir blessé son ami. Mais le voleur ne pouvait absolument pas voir le fantôme, bien sûr, c'était impossible. Elle se précipita vers lui, déchaînant sa bombe fumigène, et en voyant la fumée, Yuming sauta de son bateau et confronta Yunchi. Cependant, elle le prit par erreur pour le complice du voleur, et tenta de le jeter violemment au sol. Mais Yuming se rétablirait facilement, sans difficulté. Il lui demanda d'où elle avait bien pu obtenir cette bombe fumigène, et Yunchi répondit en lui frappant le visage avec force. Finalement exaspéré, il la saisit brutalement par le cou et la plaqua fermement au sol pour avoir osé attaquer le visage d'un prince. Yuming lui demanda si elle était l'assassin qu'il avait attaqué il y a 2 nuits, et comme elle refusait obstinément de répondre, il menaça de lui briser le cou sans hésitation. Mais Qingwan l'arrêta net, expliquant que Yunchi était en fait en train de l'aider à attraper le voleur. Qingwan lui fit savoir qu'en chemin pour le rencontrer, un habile pickpocket lui avait dérobé ses affaires. Elle remercia ensuite Zemo pour le médicament qu'il lui avait donné plus tôt, et il offrit de l'aider pour absolument tout, étant très attentif à la difficulté que cela avait été pour elle et sa mère depuis la mort tragique de son père. Yuming lui demanda pourquoi elle souhaitait qu'il l'accompagne au temple Tanyin pour prier, ce à quoi elle répondit que sa mère était constamment tourmentée par de terribles cauchemars et n'avait plus aucun appétit. Les médecins n'avaient été d'aucune aide, alors Qingwan espérait sincèrement que prier au temple pourrait apporter un certain soulagement. Yuming attribua tout cela à la mort de son mari, et il promit de découper Océane en 1000 morceaux afin que le général Nan puisse enfin reposer en paix. Pendant qu'ils étaient en pleine conversation, Yunchi en profita habilement pour s'éclipser discrètement. Quand elle fut enfin en sécurité, elle réprimanda sévèrement Mochi pour se sentir toujours aussi faible chaque fois qu'elle avait désespérément besoin de son aide. Mais Sésame tenta d'expliquer que c'était tout à fait vrai, car il avait lui aussi senti son énergie s'épuiser considérablement au palais princier Yi. Yunchi se demanda avec une certaine exaspération pourquoi de si mauvaises choses arrivaient systématiquement chaque fois que cet idiot de prince Yi se trouvait dans les parages. De retour en ville, Yuming révéla que la fumée psychédélique que Yunchi avait utilisée était également employée par la tribu occidentale. Il ordonna que la ville soit entièrement bouclée jusqu'à ce qu'il retrouve Yunchi. Mais Zemo lui rappela qu'il avait promis de ne pas agir imprudemment et d'alerter ainsi l'ennemi. Puisqu'il n'y avait absolument aucune preuve concrète indiquant qu'elle avait attaqué le prince, Zemo conseilla à son frère de ne pas être aussi imprudent. Yuming passerait outre cette fois-ci, mais jura solennellement que ceux qui oseraient blesser Qingwan n'échapperaient absolument pas à sa terrible colère. Plus tard, Sésame suggéra d'aller au meilleur restaurant de la ville, connu sous le nom de la Fée Ivre. Juste à ce moment-là, Monsieur Zhang fut envoyé voler dehors, manquant de peu d'écraser Yunchi. Royan sortit alors, lui disant qu'il n'avait absolument ni l'apparence ni l'argent nécessaire pour fréquenter ce restaurant. Et après l'avoir congédié, elle prit Yunchi pour un jeune homme particulièrement beau et l'invita chaleureusement à entrer à l'intérieur. Vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, car ici, chez My Shoujo Weekly, j'ai une multitude d'histoires passionnantes à partager avec vous dans le genre shoujo. Vous cherchez d'autres choses à regarder? Alors, découvrez ma playlist de séries terminées, présentant toutes les émissions que j'ai couvertes, avec une ou plusieurs saisons déjà achevées. Alors, allez-y, remplissez vos journées de facilité et de divertissement, regardez mes vidéos, s'il vous plaît. Au restaurant, Yunchi fut servi d'un combo de poulet spécial style Lu, offert gracieusement par la maison. Rorian commença également à la masser et offrit de l'aider à soulager son anxiété et son stress, mais Yunchi n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle voulait réellement dire. Puis Rorian fut appelé pour s'occuper d'un client particulièrement difficile. L'un des commis accueillit ce supposé client, et le serviteur du client exigea qu'on leur apporte le grand combo. Le commis déclara alors que toutes les salles privées étaient malheureusement déjà occupées. Puis il commença à proposer différentes offres, mais le serviteur se mit en colère et le projeta violemment contre la table. C'est alors que Royan intervint pour les calmer et demanda à quelqu'un d'autre de préparer une pièce différente. Jun Yijing demanda alors à Royan si elle lui manquait, mais elle n'avait pas l'air heureuse du tout, pas le moins du monde, de le revoir. Alors qu'il s'installait à une table, il la saisit brusquement et commença à réciter un poème, lui demandant de venir au palais avec lui, mais elle refusa immédiatement, le repoussant d'une gifle retentissante. Malgré tout, Yijing professa son amour avec insistance et refusa de la laisser partir. Après avoir pleinement apprécié son repas, Yunchi partit à la recherche de Royan, puis l'entendit se débattre et crier à Yijing de la laisser partir. Yunchi fit irruption, exigeant avec force que Yijing lâche Royan. Complètement inconsciente de la situation, Yunchi lui dit qu'elle voulait toujours absolument expérimenter le massage des tissus profonds de Royan. Yijing devint absolument furieux contre elle pour avoir osé essayer de lui voler son amour. Il sauta par-dessus la table et plongea sur Yunchi, mais elle esquiva habilement et continua d'éviter toutes ses attaques avec agilité. Puis elle le gifla violemment sur la table, l'assommant complètement au passage. De plus en plus inquiète, Royan dit à Yunchi de ne surtout pas le blesser. Soudain, un poignard vint voler avec une vitesse fulgurante entre eux. Puis le serviteur d'Yijing émergea des ombres, menaçant d'exécuter quiconque oserait nuire à son seigneur,
Mais Yunshi menaça toujours de le battre à plate couture chaque fois qu'elle le verrait. Elle et le serviteur allaient s'engager dans un combat acharné. Et après avoir constaté à quel point il était habile, elle décida de l'attirer à l'extérieur en simulant une attaque et en s'enfuyant rapidement. Alors qu'elle sautait du 2e étage, le serviteur lui lança 2 poignards, dont l'un coupa net son épingle à cheveux, révélant ainsi sa longue chevelure. Alors que Yu-Ming et les autres entraient dans le restaurant, il aperçut Yunshi qui était en train de tomber. Il bondit dans les airs, la rattrapant habilement dans ses bras, et Yunshi fut complètement rouge de voir à quel point il était incroyablement beau. Zemo était enfin heureux de revoir Yunshi, lui rappelant qu'il était bien l'homme qu'elle avait jeté par-dessus son épaule. Là-bas, au palais, il lui demanda de devenir sa princesse, mais Yijing l'interrompit, tentant de l'emmener de force avec lui. Yunshi recula des 2 hommes, seulement pour heurter Zemo, puis elle lui donna un coup de coude. Elle fut très surprise de découvrir qu'il était lui aussi un prince. Pourtant, Yu-Ming voulait absolument emmener Yunshi, car il était convaincu qu'elle était liée d'une manière ou d'une autre à l'assassin. Po leur dit d'arrêter de se battre pour une simple femme, rappelant au prince qu'ils étaient venus ici pour remonter le moral de Qingwan. Il serait alors interrompu par Monsieur Zhang, et une foule en colère venant saccager complètement l'endroit. Et en les voyant, Yu-Ming libéra immédiatement ses effrayants pouvoirs magiques, ce qui les fit fuir en un instant. Par la suite, le prince partit également, étant emmené au palais Yuzimo, et elle se prélaça dans un bain, songeant à sa rencontre inattendue avec les 3 princes. Réalisant qu'elle ne pourrait absolument pas rester ici très longtemps, elle décida de chercher activement un moyen de s'échapper. Pendant qu'elle était en train de s'habiller, le prince Zemo entra dans la pièce et congédia toutes les servantes. Yunshi le remercia sincèrement pour son aide, et alors qu'elle s'apprêtait à sortir, il l'arrêta, lui faisant savoir qu'il était tombé éperdument amoureux d'elle au premier regard. Il lui demanda de devenir sa princesse une fois de plus, mais elle refusa catégoriquement. Zemo serait alors interrompu par l'un de ses serviteurs, lui annonçant que l'eunuque Ji était arrivé, et après son départ, l'eunuque Ji tenta de s'échapper discrètement par la fenêtre, mais fut soudainement aspergé d'une poudre mystérieuse qui la fit s'évanouir sur le champ. Pendant ce temps, Yu-Ming découvrit avec surprise que Yunshi n'était pas du tout une simple servante, mais plutôt la princesse du pavillon de la sérénité. Il partit alors rapidement pour le palais princier Ryu. Zemo fut plus tard servi de gluten grillé, une préparation que sa sœur, Lan Shuang, avait spécialement faite pour lui. Il ne semblait pas du tout très intéressé, car cela avait l'air plutôt dégoûtant, à vrai dire. Alors il le donna à son serviteur et s'enfuit rapidement, lui faisant savoir que peu importe qui l'appelait, il était indisposé pour le reste de la journée. Quand il revint pour rencontrer Yunshi, il fut absolument choqué, ne trouvant absolument aucun signe d'elle. Ce qui restait n'était qu'un simple pendentif de jade. Se rappelant ses précédentes rencontres avec Yunshi, Yu-Ming était fermement convaincu qu'elle était venue ici dans le but de le ruiner, être même en agissant comme une espionne pour son père. Mais il se sentait profondément en conflit, repensant au visage qu'elle avait fait lorsqu'il l'avait rattrapée alors qu'elle tombait. Lui et Zemo se heurtèrent par hasard, et les deux s'accusèrent mutuellement de cacher l'endroit où se trouvait Yunshi. Quand Zemo sortit le pendentif qu'il avait trouvé, Yu-Ming montra qu'il avait toujours le sien, et puisqu'il n'y avait que 2 pendentifs de ce genre en existence dans le monde, il devait forcément appartenir à l'autre prince. C'était une évidence. Ailleurs, quand elle se réveilla et se retrouva attachée à un lit. Alors qu'elle se débattait avec force, Yijing s'approcha d'elle. Il l'avait kidnappée parce qu'après avoir vu les autres princes se disputer pour elle, il avait simplement voulu se joindre à la compétition, lui aussi. Quand il était plus jeune, il menait une vie insouciante et débridée, constamment entouré de beauté. C'était un véritable étalon sauvage, profitant pleinement de la prospérité qu'il estimait amplement méritée. Mais Yu-Ming l'avait désigné comme prince héritier, le laissant ainsi avec moins d'argent, beaucoup plus de travail et absolument aucun temps libre pour lui-même. Plein de frustration, Yijing décida de garder Yunshi dans son palais uniquement pour voir Yu-Ming souffrir de son absence. Il lui proposa une paire de boucles d'oreilles inestimables en jade de sang si elle acceptait de rester. Mais en voyant les boucles d'oreilles, Yunshi se rappela que c'étaient les mêmes que sa mère avait offertes à Tante Shui et qu'elles étaient uniques au monde. Yunshi demanda au prince où il les avait eues et il répondit que c'étaient des cadeaux d'Océane. Il prétendait être un bon ami de son père et très apprécié à la cour impériale. Cependant, Yu Sheng avait aussi offert ces mêmes boucles d'oreilles à sa femme, mais elle les avait refusées car elles venaient d'Océane. Bien qu'il fût le prince héritier, personne ne l'écoutait vraiment. Donc s'il avait refusé le cadeau, Océane se serait offensé. Yunshi se révélerait alors être sa sœur Yun Sheng, défaisant ses liens et frappant Yijing. Le prince retira ensuite sa robe, tentant de la forcer. C'est alors que sa femme apparut et l'arrêta. Pendant qu'elle l'entraînait, un serviteur arriva en courant, les informant que les 2 autres princes avaient fait irruption dans le palais. Yu-Ming et Zemo exigèrent que Yijing fasse sortir Yunshi, le prince héritier fit l'idiot, mais Zemo lui rendit simplement son pendentif, et Yu-Ming montra qu'il avait toujours le sien. Zemo pensa que seul Yijing enlèverait la fille si maladroitement pour attiser la méfiance entre lui et Yu-Ming. Et malgré les efforts d'Yijing pour faire l'idiot en disant « Ciel et terre, soyez témoins de mon amour pour ma femme », l'épouse de Yushing le renierait, faisant savoir au prince que Yunshi était à l'intérieur. Quand ils entrèrent dans la pièce, Yunshi était parti. Yuching tenta de s'éloigner, mais Yunshi le retint. À ce moment-là, le prince héritier réalisa que Yuching était vraiment la femme de Yuching. Yuching lui serra la gorge, menaçant de le tuer, mais Yuching l'accueillit volontiers, à condition que Yuching reprenne le titre de prince héritier. Il lâcha ensuite Yuching après que sa femme eut témoigné pour lui. Au pavillon de la sérénité, elle fit ses bagages, se préparant à partir. Elle ne voyait aucune raison de rester princesse, puisque son père n'avait pas tenu sa promesse de s'occuper de Tante Shui. Elle prévoyait de retrouver sa tante et de quitter cet endroit pour toujours.
Le chef de la tribu occidentale, Lord Beitong, ayant appris qu'Océan organisait un festin, accepta d'y assister pour maintenir de bonnes relations entre leurs pays. Yunxi se demanda pourquoi il y avait tant de gardes à la maison du grand conseiller. Mochi lui dit qu'ils organisaient un festin aujourd'hui, alors elle lui demanda d'aller voir. Ils commenceraient à se disputer sur la façon dont ils s'étaient abandonnés mutuellement aux moments cruciaux. Puisque la maison du grand conseiller était sa maison, Sésame demanda pourquoi elle ne pouvait pas simplement entrer. Cependant, Yunxi était là sans permission. Elle avait fait un marché avec son père. Si elle se mariait à la place de sa sœur, pour le bien de Shui, elle avait mordu sa langue et accepté toutes les demandes déraisonnables de son père. Mais il n'avait pas tenu parole. Alors Yunxi décida de prendre Shui et de partir. Sésame lui montra alors un trou dans le mur qu'il pourrait utiliser pour se faufiler. Après avoir eu du mal à passer, Monchi taquina Yunxi sur son poids, et elle ne le prit pas très bien. Quelqu'un les entendrait se disputer, et Sésame proposa d'attirer la personne ailleurs, mais Yunxi reconnut la voix. En jetant un coup d'œil à travers les buissons, elle vit que c'était Che-Er qui faillit la frapper en surgissant. Mais Yunxi retint le bâton en se révélant. Che-Er pleura après avoir entendu combien la princesse avait souffert. Quand Yunxi demanda des nouvelles de Tante Shui, Che-Er répondit qu'elle ne savait pas où elle était. Selon elle, la maîtresse avait chassé Tante Shui pour cause de paludisme. En plus de cela, elle avait pris toutes les affaires de Tante Shui. Le père de Yunxi ne s'était jamais impliqué puisque la maîtresse était en charge de toutes les affaires domestiques. Après le départ de Yunxi, sa sœur rendit la vie très difficile aux servantes, mais Cha-E lui dit qu'elle ne pourrait pas le voir car il rencontrerait Beitong Li de la tribu occidentale. Son père s'était rapproché de lui dernièrement, donc quelque chose se tramait. Tante Dang fit irruption par la porte, appelant Che-Er. Alors, Yunxi se cacha rapidement, tandis que la servante était entraînée par elle. Après, elle confronta les gardes, leur faisant savoir qu'elle voulait voir son père. Mais la seule fille qu'il connaissait était Yun Shang, alors ils la prirent pour une impostrice. Les gardes reçurent l'ordre de l'enfermer, mais quand ils se retournèrent, elle avait disparu. Comme Yunxi n'avait vécu ici que peu de temps, la plupart des gens ne la reconnaissaient pas, ils ne l'aimaient pas non plus. Seul Shao et Tante Shui étaient gentils avec elle. À l'âge de 7 ans, son père l'avait envoyée à la montagne du nuage spirituel, et elle n'était pas revenue depuis. Yunxi paniqua, se demandant comment elle pourrait entrer dans le hall d'entrée maintenant. En voyant les servantes qui serviraient au festin, elle eut une idée. Yunxi en kidnapperait une, volant sa tenue pour prendre sa place. Elle demanda à ses esprits de surveiller la fille pendant qu'elle se faufilait avec les autres servantes. L'une des filles remarqua qu'elle était nouvelle et conseilla à Yunxi de la suivre si elle ne savait pas quoi faire. Quand les danses furent terminées, Yunxi entra dans la pièce et en voyant son père, elle chercha des moyens de se faire remarquer. Ses yeux et ceux de Beitong se croiseraient pendant qu'elle lui servait à boire. Elle remarqua qu'il la fixait et se demanda pourquoi. L'une des servantes trébucha soudainement, alors Yunxi intervint rapidement pour l'aider. Mais la servante renversa de la soupe sur la cuisine, ce qui était censé être un symbole de paix. Océan exigea qu'elle soit emmenée et fouettée 80 fois. Cependant, Yunxi intervint, lui disant que ce serait inapproprié devant leurs invités d'honneur. Elle pensait que tant que son père la reconnaîtrait, les choses se résoudraient pacifiquement, mais il exigea ensuite qu'elle soit emmenée aussi. La laissant stupéfaite, Yun Shang entra alors, calmant leur père. En la voyant, Yunxi fut remplie de rage mais se contrôla. Yun Shang expliqua qu'elle ne pensait pas que le repas était gâché. Au lieu de cela, elle sentait que les plaines centrales et la tribu occidentale étaient en parfaite harmonie, et la soupe les mélangeant ensemble signifiait une relation encore plus étroite qu'avant. Mais quand elle vit Beitong fixer l'une des servantes, son expression devint amère. Océan présenta alors formellement Beitong à sa fille, et Yun Sheng s'excusa d'être en retard. Mais Beitong n'était pas dérangé. Ses yeux étaient toujours fixés sur Yunxi. Il demanda ensuite à Ocean d'être plus clément dans sa punition envers les servantes. Et ainsi, au lieu des coups de fouet, Ocean accepta de ne leur retirer qu'un mois de salaire. Plus tard, Yunxi supposa que son père ne l'avait pas reconnue parce que ses talents de maquilleuse étaient trop bons. Non seulement elle avait des talents de maquilleuse, mais elle se vantait aussi d'avoir une chance incroyable. Elle voulait que son esprit devine quelle personne gentille l'avait sauvée aujourd'hui. Soudain, Beitong apparut à côté d'elle, lui demandant si la personne gentille dont elle parlait était lui. Yunxi le repoussa alors qu'il essayait de toucher son visage. Puis, elle affirma que la personne dont elle parlait était Yun Sheng. Il lui demanda son nom, mais elle le repoussa et s'éloigna. Il lui attrapa la main. Et voyant cela, Sésame se précipita pour attaquer. Bien que ses morsures ne fassent que démanger Beitong, Mochi utilisa alors ses pouvoirs pour lancer de la nourriture sur Beitong, mais il s'interposa rapidement pour protéger Yunxi. Il supposa que Yunxi utilisait la télékinésie, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle le gifle et s'en aille. Pendant ce temps, Yun Ming apprit que Yunxi était maintenant dans la maison du grand conseiller. Cela le rendit certain qu'elle était une espionne envoyée par Océan, et il partit les voir. Yunxi était contrarié car rien ne se passait bien aujourd'hui. Pendant ce temps, ses esprits se sentaient très faibles et furent soudainement bloqués par une barrière anti-esprit. Elle verrait son père et courait après lui pour demander où était Tante Shui. Mais en chemin, elle tomba sur sa sœur Yun Sheng. Elle essaya de dire que c'était Kit puisqu'elles étaient toutes deux tombées. Puis, l'autre servante dit à Yun Sheng qu'elle était la même servante au festin que Beitong avait fixé.
Yun Shang l'accusa immédiatement d'avoir séduit Beitong et lui demanda de s'agenouiller. Yunshi la réprimanda pour son impolitesse, lui demandant si elle n'allait pas saluer sa sœur aînée. Elle essaya de rappeler à Yun Shang qui elle était, disant qu'elle était la princesse Yi. Cependant, Yun Sheng sourit, traitant sa sœur d'esclave insolente avant de demander aux gardes de la capturer. Dans sa chambre, Yun Sheng exigea que Yun Sheng s'incline devant elle. Yun Sheng ne le ferait jamais, lui rappelant qu'elle était la sœur aînée, mais Yun Shang ne la voyait que comme une enfant bâtarde élevée dans les montagnes. Elle affirma que Yunshi ne serait jamais venu dans la capitale sans elle. Yunxi rappela alors qu'elle était la princesse Yi, il était donc juste que Yun Shang s'agenouille devant elle. Cependant, Yun Shang l'accusa de flirter avec Beitong, déclarant que courtiser le regard d'un autre homme était une infidélité. Et si le prince Yi le découvrait, Yun Shang cesserait d'être une princesse. Alors que leurs parents entraient dans la pièce, Yun Shang courut vers sa mère, pleurant et affirmant que sa réputation était sur le point d'être ruinée. Les parents ne pouvaient pas croire que Yunshi était revenu. Yunshi expliqua qu'elle était là pour voir Tante Shui et Chaer, mais Ocean la réprimanda pour son comportement inapproprié. Elle ne reviendrait cependant qu'à 2 conditions. Premièrement, elle voulait emmener Chaer avec elle. Et deuxièmement, son père devait promettre de retrouver Tante Shui, de la ramener et de soigner sa maladie. Elle demanda pourquoi Tante Shui avait été chassée de la maison du grand conseiller, et pourquoi ses précieuses boucles d'oreilles en jade de sang avaient été offertes au prince héritier. La femme d'Océan expliqua qu'elle n'avait pas le choix car Tante Shui était gravement malade. Yun Sheng affirma aussi que personne ne la harcelait, mais Yunshi dénonça ses mensonges. Elle savait que sa mère avait surmené Tante Shui, ce qui avait conduit à sa maladie. La mère simula des larmes, lui rappelant que Yun Sheng l'avait laissée devenir princesse Yi et quitter la montagne du nuage spirituel. Mais Yun Sheng doutait que ce fût vraiment pour son bien, étant donné qu'elle avait été traitée de porte-malheur depuis son plus jeune âge. Elle proposa de rendre le titre de princesse à sa sœur, mais Océan la réprimanda pour une offre aussi scandaleuse. Yun Sheng dit à Yunshi qu'elle était exactement comme sa mère. Elle affirma que par le passé, la vraie mère de Yunxi avait haï sa mère, alors elle avait utilisé la sorcellerie pour essayer de blesser les gens. Yun Sheng dit alors à Yunxi qu'elle était bien pire que sa mère, ce qui fit que Yunxi la frappa de colère. Elle ne se souciait pas d'être insultée, mais ne supporterait aucune insulte envers sa mère. Océan lui dit de s'excuser. Mais Yunxi répondit en demandant qui avait piégé sa mère toutes ces années auparavant. Elle croyait que son père avait déformé la vérité. Cela le mit en colère. Si en colère, qu'Océan ordonna aux gardes de l'emmener et de la fouetter 30 fois. Il lui donna une dernière chance de s'excuser, mais elle refusa. Et Yunxi étant maintenant princesse, les gardes étaient nerveux à l'idée de la fouetter. Mais Océan affirma que le prince ne pouvait pas l'empêcher de discipliner sa fille. Au moment où les gardes allaient la frapper, le prince Yuming apparut, leur ordonnant d'arrêter. Il leur fit savoir qu'il était simplement venu ramener sa princesse chez elle. Tandis que Yunshi évitait son regard, Yun Shang était captivée par l'apparence du prince Yi. Elle avait entendu de nombreux récits sur son physique et son comportement froid comme la glace, et regrettait d'avoir cédé un homme si beau à sa sœur. Océan demanda à sa fille de s'excuser rapidement, mais le prince n'était pas dérangé et voulait juste partir immédiatement. Yunshi en profita pour dire à Yuming à quel point elle était généralement seule au palais, alors elle voulait que la servante avec qui elle avait grandi l'accompagne et promit de ne plus s'enfuir. Elle donna ensuite 10 jours à son père pour retrouver Tante Shui, menaçant de dire quelque chose de stupide s'il ne le faisait pas, et il finit par céder à sa demande. Avant de partir, Yuming interrogea Océan sur l'invité pour qui il avait organisé un festin, et Océan lui dit nerveusement qu'il n'était qu'un ami. À leur insu, Beitong espionnait depuis le toit. Sur le chemin du retour en calèche, Yunshi riait toute seule, pensant à la façon dont elle pourrait à nouveau jouer avec Chaer. Le prince lui donna ensuite une serviette pour s'essuyer le visage, et elle lui fit clairement savoir qu'elle ne l'aimait pas du tout, mais réussit quand même. Un timide merci à lui pour la journée, à lui pour l'avoir aidé. De retour au palais princier Yi, la beauté Shu vint voir Yuming, mais un garde l'arrêta, déclarant que le prince lui avait ordonné de ne laisser personne le voir aujourd'hui. Même si Chu était la concubine préférée de Yuming, le garde ne pouvait pas aller à l'encontre de ses ordres. Alors que le prince partait, elle courut après lui, le suppliant d'être emmené, mais il lui dit qu'il avait des affaires urgentes et partit. Dans le passé, le prince n'aimait qu'elle, mais elle était traitée si différemment maintenant. La nuit, l'une des servantes blessa par erreur la beauté Chu en lui coiffant les cheveux. Par frustration, Chu ordonna à toutes les servantes de sortir. Alors les concubines plus âgées entrèrent dans sa chambre, soupçonnant qu'elle était contrariée parce que le prince avait trouvé une nouvelle favorite. Elles lui dirent que Yuming avait ramené 2 filles l'autre jour, et l'une d'elles était la princesse Yi. En entendant cela, le cœur de Chu se serra. Ses sœurs supposèrent que Yunshi avait utilisé la sorcellerie pour attirer le regard du prince. Contrairement aux autres, Chu avait été amenée ici par le prince lui-même, et il l'avait aimée dès l'instant où elle avait mis les pieds au palais. Elle était orpheline, et dépendait de Yuming pour se nourrir et s'abriter. Si Chu tombait en disgrâce auprès de lui, elle n'aurait personne d'autre. Le lendemain, elle trouva Yunxi et Chaer jouant dans le jardin. Yunxi dit à sa servante qu'elle les emmènerait à la montagne du nuage spirituel une fois que son père aurait retrouvé Tante Shui. Là,
son maître serait certainement capable de guérir la maladie de tante Shuai. Pendant qu'elle jouait avec l'eau, Chu essaya de les surprendre, mais Yunshi finit par lui jeter accidentellement de l'eau au visage. Enragé, Chu donna soudainement un coup de pied à Cheer, qui tenta de s'excuser auprès d'elle. Yunshi exigea de savoir qui elle était et pourquoi elle avait frappé sa servante. L'une des servantes de Chu la présenta alors comme la concubine la plus aimée du palais. Et ainsi Yunshi s'excuserait et se tournerait pour partir avec Cheer. Mais Chu l'arrêta, déclarant qu'une servante portant une épingle à cheveux fleuris était une transgression des règles. Puis elle ordonna à l'une de ses servantes de gifler Cheer. Yunshi se leva pour défendre sa servante, leur rappelant qu'elle était une princesse et qu'elle n'était qu'une concubine. Alors elle devrait s'agenouiller devant elle. Mais Cheer se moqua d'elle, disant que princesse n'était qu'un titre. Elle essaya de se battre, mais Shuai la retint. Alors elle demanda de l'aide à ses esprits. Elle dit alors à Chu que c'était bon d'exécuter sa punition. Mais quand la servante commença à frapper Chuer, elle sembla complètement indemne. Alors que c'était Cho qui recevait tous les coups à la place, elle accusa Yunshi d'utiliser la sorcellerie. Mais la princesse prendrait les devants puisque la punition était terminée. Cependant, les servantes de Cho lui bloqueraient le chemin. Alors que Yuming et Po arrivaient, Cho expliqua la situation au prince et le supplia de lui rendre justice. Puisque Cheer avait enfreint les règles du palais en portant une épingle à cheveux fleuris, il exigea qu'elle soit ligotée et giflée 30 fois. Mais Yunshi refusa, affirmant que c'était une agression non provoquée. Le prince ne prit pas à la légère d'être défié, menaçant que Cheer ne verrait pas le lendemain s'il la voulait morte. Alors la servante de Shu tapota la joue de la servante, s'assurant que rien n'arrivait à sa dame Shu. Elle procéda ensuite à gifler Cheer correctement. Immédiatement, Yunshi prit sa place, disant que c'était entièrement de sa faute et qu'elle devrait être celle qui serait punie. Po demanda alors à Shu de laisser tomber l'affaire puisqu'elle était si généreuse et digne, même si elle attendait toujours que le prince punisse la princesse. Elle céda et dit à Yuming qu'elle serait d'accord avec tout ce qu'il choisirait de faire, et il laissa tomber toute l'affaire. Yunshi tenta de partir une fois de plus, mais le prince l'arrêta car il ne lui avait pas permis de partir. Puis lui ordonna d'être enfermé dans le bûcher pendant 3 jours pour réfléchir à ses actions. Chu ordonna également à ses servantes de s'assurer que personne ne lui apporterait de nourriture pendant ce temps. Dans le bûcher, Yunshi jura de se venger pour sa servante, mais Cheer lui demanda de ne pas irriter le prince pour elle, car il était le seul sur qui elle pouvait compter au palais. Alors que les esprits leur apportaient de la nourriture, Mochi dit à Yunshi qu'il était sûr que c'était Yunming qui limitait ses pouvoirs. Il lui demanda de se rapprocher du prince pour voir s'il avait une bague en or incrustée de jade avec un motif de dragon gravé à l'intérieur. Yunshi ne voulait pas se rapprocher de Yuming, mais accepta de le faire puisque les esprits lui apportaient de la nourriture. Pendant ce temps, Chu fit que Chujo se gifle elle-même en punition pour n'avoir pas giflé Cheer plus tôt. Elle sentait que la princesse se prenait trop au sérieux et était déterminée à exposer sa sorcellerie afin que Yuming la divorce. Elle demanda ensuite à Shudo d'aller au temple taoïste demain et d'inviter tous les taoïstes les plus célèbres en son nom. Sur la montagne du nuage de lance, le maître de Junsi lui offrit une couronne de fleurs faite d'orchidées fantômes pour célébrer son passage à l'âge adulte. Elle fut réveillée de ce rêve par des servantes qui entrèrent dans le bûcher, lui demandant de venir avec elles. Dans sa chambre, elles la maquillèrent et la coiffèrent car elles avaient reçu des ordres. Et après qu'elle fut habillée, une calèche l'attendait. Elle demanda où on l'emmenait, mais n'obtint pas de réponse. En entrant dans la calèche, elle fut choquée de voir le prince Yuming. Elle tenta de s'enfuir, mais il l'attrapa par la taille, l'attirant près de lui et la posant sur ses genoux. Elle rougit. Quand elle demanda à être déposée, il lui dit que ce comportement était normal entre mari et femme. Quand ils arrivèrent, Yunshi était réticente à descendre de la calèche. Alors le prince la souleva et bien qu'elle sût qu'il était un coureur de jupons, elle appréciait quand même son attention. Pendant ce temps, Zemo, Po et Longshuang prenaient le thé dehors en attendant l'arrivée de leur frère. Longshuang avait hâte de voir la princesse de Yuming. En entendant cela, Zemo fut contrarié car son frère lui avait promis de la lui donner. Voyant la façon dont Zemo agissait, Lanshuang était encore plus impatiente de voir à quoi ressemblait la princesse. Dès l'arrivée du prince, elle courut immédiatement vers son frère, s'accrochant à son bras. Elle lui dit que c'était son nouveau palais de princesse, et que jusqu'à présent, elle l'aimait bien. Il lui dit de ne pas se soucier de ce que les autres disaient. Po expliqua à Yunshi que c'était leur petite sœur que Yuming gâtait beaucoup. Quand ils arrivèrent à la table de thé, Lanshuang remarqua qu'il manquait une chaise et essaya de faire sentir à Yunshi qu'elle était exclue, disant que c'était habituellement les 4 frères et sœurs qui prenaient le thé ensemble. Cependant, la princesse ne fut pas dérangée et demanda simplement qu'une autre chaise soit apportée. Ensuite, Lanshuang demanda impoliment à Yunshi si elle était la concubine préférée du prince Yi, mais Yunshi sentit que la favorite ne serait certainement pas mise dans un bûcher. Po lui dit que Yunshi était la princesse Yi, mais Lanshuang le savait déjà tout en faisant semblant de ne pas savoir. Yunshi, encore une fois, ne fut pas dérangé par ces paroles. Un garde informa ensuite Lanshuang que leur salle était prête et que le banquet commencerait à l'heure.
Confuse, Yunxi demanda si aujourd'hui était spécial, ce à quoi Zemo lui dit que c'était l'anniversaire de Lan Shuang et sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Yunxi demanda ensuite où étaient les toilettes, et Lan Shuang lui indiqua la direction. La petite sœur du prince ne pouvait pas croire que Yunchi utiliserait un mot aussi vulgaire que toilette. Mais Po lui dit que Yunchi était unique, comme l'héroïne d'une histoire. Il mentionna aussi comment elle avait apprivoisé le cheval Juliette, connu pour n'être loyal qu'à Yu-Ming. Même si Long Shuang ne l'aimait manifestement pas, Yunchi voulait quand même lui offrir un cadeau pour célébrer son passage à l'âge adulte. En essayant de cueillir des fleurs, elle tomba sur une fée des fleurs dans le jardin. La fée fut choquée que Yunxi puisse la voir et demanda qui elle était. Après les explications de Yunchi, la fée fut ravie de pouvoir apporter son aide. La princesse demanda alors à la fée de l'aider à trouver des orchidées fantômes féeriques, mais la fée précisa que ces fleurs étaient magiques et ne fleurissaient qu'une fois tous les 1000 ans. De plus, elles ne poussaient que sur la falaise Tao 0 et étaient protégées par le démon ivrogne tout au long de l'année. Ainsi, les gens ordinaires ne pouvaient pas s'en approcher. Quoi qu'il en soit, la fée offrit ensuite à Yunxi une multitude d'orchidées GZ, affirmant que celle-ci convenait mieux à une princesse. Celle-ci ne fleurissait que tous les 300 ans. À son retour, le prince Yu-Ming lui demanda ce qu'il avait retenu si longtemps. Elle répondit alors qu'elle ne faisait que suivre des ordres et qu'il le découvrirait très bientôt. Dans la grande salle, un serviteur commença à énumérer tous les présents offerts à Long Shuang par le seigneur Situ et le prince héritier. Long Shuang admit qu'ils étaient précieux, mais elle trouva également que ces cadeaux étaient plutôt vulgaires. Cependant, tous ces présents visaient en réalité à s'attirer les faveurs de Sa Majesté impériale, l'empereur, en raison de la relation délicate avec l'Occident. Lan Shuang continua de recevoir des cadeaux et des joyaux inestimables de ses frères et sœurs, mais elle était surtout curieuse de savoir ce que Liu Ming allait lui offrir. Son cadeau était une perle lumineuse aux 9 couleurs, symbolisant les vœux à la perle de la nation, le bonheur éternel de la princesse Long Shuang. Acquérir un tel trésor représentait un véritable exploit en soi. Elle était folle de joie avec ce cadeau, pensant que Mu Ming l'aimait vraiment plus que tout, et il obtint les éloges de son père. Le cadeau de Beitong arriva ensuite, un calice en verre émaillé aux couleurs vives et éclatantes. C'était, en substance, le trésor le plus précieux de la tribu occidentale. Océane informa ensuite le seigneur C2 que Beitong était également présent dans l'espoir de mettre de côté leurs différends et de restaurer leurs relations. Cependant, Yueming l'interrompit, disant à son père de commencer le banquet sans plus attendre. La mère de Yunchi l'interrompit alors, traitant Yunchi de malpoli pour n'avoir pas présenté de cadeau à la princesse. Mais Yunchi esquissa un sourire, lui faisant savoir qu'elle avait, en fait, un présent juste ici, prêt à être offert à la princesse Lan Shuang. Avant la célébration de l'anniversaire, Océane eut une réunion secrète avec Beitong. Il prévoyait d'utiliser le commerce entre leurs nations comme prétexte pour persuader l'empereur d'ouvrir des villes près des frontières. Si ce stratagème fonctionnait, lui et Beitong se coordonneraient à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de ces villes. Le moment venu, Beitong craignait que s'ils agissaient trop hâtivement, Yu-Ming et sa faction ne les laisseraient pas faire facilement. Mais Loshin lui assura que l'impératrice douairière avait toujours eu de l'aversion pour Yun-Ming. Et si une dispute éclatait, elle prendrait leur parti sans hésiter. De retour à la cérémonie, Yunchi dit à sa mère que la princesse Lan Shuang ne pourrait même pas deviner son cadeau, mais la princesse ne s'en souciait guère. La mère de Yunchi la réprimanda pour avoir proféré de telles absurdités, affirmant qu'il n'existait aucun trésor que Lan Shuang n'ait pas déjà vu auparavant. Océane leur dit alors de cesser leur dispute. L'empereur était curieux de voir le cadeau de Yunxi, lui demandant de le présenter sans tarder. Elle présenta la guirlande, mais son père la réprimanda, qualifiant cela de cadeau pitoyable et insignifiant. Le prince Yi défendit Yuchi, qualifiant son présent de sincère et reprochant à ses parents d'avoir gâché l'occasion par leur fracas, ce qui le fit se demander qui était réellement le plus discourtois ici. Océane avertit Yu-Ming d'être plus prudent dans ses paroles et son comportement, affirmant qu'il avait bafoué les règles de l'étiquette et de la morale, et s'interrogeant sur la pertinence de son attitude. La grand-mère de Yu-Ming le réprimanda également. Bien que Zemo ait tenté de prendre la défense de son frère, elle le fit taire rapidement et sans ménagement. Puis, Long Shuang prit la parole pour ses frères, insistant sur le fait qu'elle aimait sincèrement cette guirlande. Sa grand-mère fut rapidement émerveillée en réalisant que ces fleurs étaient des orchidées Jizi. Elles étaient extrêmement difficiles à cultiver, des fleurs d'une délicatesse rare. De plus, seule une personne véritablement raffinée méritait le droit de prendre soin de ces fleurs qui ne fleurissaient que tous les 300 ans. Soudain, un vol de papillons envahit la zone, attiré par le parfum enivrant de l'orchidée Jizi. L'impératrice douairière aspirait à posséder cette fleur depuis qu'elle en avait vu l'image dans un livre il y a de très nombreuses années. À cette époque, son mari avait reçu une plante d'un ermite. Après des soins attentifs et dévoués, des bourgeons étaient apparus, mais malgré cela, elle n'avait jamais eu la chance de la voir en pleine floraison. L'impératrice fut ravie de constater que ce cadeau convenait parfaitement à sa petite fille. L'empereur remercia ensuite Yunchi pour son présent. Yun-Ming demanda à Yunchi où elle les avait acquis, mais elle répondit avec une certaine ambivalence, promettant que c'était par des moyens illégaux. Alors que les esprits de chacun étaient joyeux et légers, l'empereur donna le coup d'envoi du banquet. Pendant que la fête battait son plein, l'empereur demanda à Beitong comment il appréciait la cuisine des plaines centrales.
Baitong admit que cela avait élargi ses horizons, mais il estima que les litchis pourraient être plus frais si des chevaux plus rapides étaient utilisés pour leur transport. Océane suggéra alors que les deux nations prennent ce dont elles avaient besoin l'une de l'autre et créent des postes de commerce à la frontière. Cela permettrait non seulement de développer leur économie, mais aussi d'accroître leur PIB. Xiaopo l'interrompit, rappelant à Sa Majesté impériale que les frontières constituaient des sites militaires d'une importance capitale, et le supplia de réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir de tels postes de commerce. Océane rétorqua alors que de telles politiques d'isolement n'étaient absolument pas des solutions viables à long terme. Puis il remit en question la foi de Po dans la défense de leur peuple et de leur nation. L'empereur invita Baitong au palais impérial après le banquet pour en discuter plus en détail. Cependant, Liu Ming affirma que les étalons qu'il avait entraînés étaient plus que de taille face à ceux de l'Occident. Il défia Baitong à une course pour déterminer qui élevait les meilleurs chevaux du monde entier. Océane conseilla à Baitong de ne pas être impulsif, mais le seigneur de la tribu occidentale accepta tout de même le défi. Étonnamment, Liu Ming déclara que Baitong ne courait pas contre lui, mais plutôt contre Yun Si. Tout le monde fut stupéfait par cette annonce. Malgré tout, le prince insista sur le fait que ses chevaux pouvaient toujours battre ceux de Baitong, même sans un cavalier expérimenté. L'empereur accepta alors de juger le concours dès aujourd'hui. Pendant ce temps, Yunshi était en pleine panique. Lorsque Juliette fut amenée, Yunshi courut joyeusement vers elle. Le prince Yi se rappela que Po lui avait dit que son cheval se comportait comme un lapin charmé en présence de Yunshi. Baitong fut stupéfait en voyant Juliette. Ocean ne lui avait pas dit que le prince possédait un pur sang dragon rouge. Comparé à son sabot de neige de 1000 lieues, il était difficile de dire qui l'emporterait. Baitong affirma que cela resterait une bonne opportunité pour eux, car Yu Ming n'était pas le seul à être venu bien préparé. Il fit signe à un homme mystérieux encapuchonné qui jeta un sort de magie noire, provoquant l'assombrissement du ciel et la chute d'une pluie battante. Ocean profita de cette occasion pour demander à l'empereur de venir à sa résidence, afin qu'il puisse discuter du poste de commerce, mais Lan Shuang ne voulait pas que son père s'en aille, et ses frères la soutenaient pleinement. Elle avait passé plus d'1 mois à préparer ce banquet, elle ne voulait donc pas que cela se termine de cette manière. Yunshi mentionna alors que ce n'était qu'une simple bruine et qu'il existait de nombreuses solutions à ce problème. Elle demanda à des serviteurs d'apporter de la soie rouge et des stores enrouleurs. Tout le monde était curieux de savoir ce qu'elle préparait, y compris le prince Yunshi, mais elle ne dit rien. Lorsque les serviteurs revinrent, Yunshi sentit qu'il manquait encore quelque chose d'essentiel. Yunming dit alors aux serviteurs d'aller chercher des galets au coin du couloir, ce qui fit se demander à Eunshi s'il savait déjà ce qu'elle avait en tête. Elle le trouva agaçant. Après avoir enveloppé un galet dans la soie, Eunshi l'attacha autour de l'un des piliers, puis elle bondit à travers les piliers, attachant la soie tout autour avec agilité. Tout le monde la regarda avec stupéfaction. Ses acrobaties étaient un véritable spectacle. Quand elle manqua de soie, Yumin grimpa alors sur l'un des piliers et lui lança davantage de soie. Ensemble, ils se déplacèrent avec une grâce infinie sous la pluie pour former une couverture protectrice pour le lieu du banquet. Yunshi remercia le prince pour son aide, admettant qu'il pouvait parfois se montrer d'une grande bienveillance. Grâce à cela, le banquet put se poursuivre. Yuming rougit en voyant l'expression si mignonne de Yunshi. Il avait remarqué que malgré le fait d'être trempés par la pluie, leurs cheveux semblaient conserver parfaitement leur forme. Baitong s'inclina devant Yunshi, surpris de constater qu'elle maîtrisait les arts martiaux. Elle n'était certainement pas une dame gâtée et entravée, loin de là, elle le reconnut comme le pervers qu'elle avait croisé au festin de son père. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Yunmin l'emporta. Elle se sentait terriblement gênée parce que tous les regards étaient braqués sur eux. Elle exigea d'être déposée immédiatement. Quoi qu'il en soit, le prince l'emmena dans une chambre, ce qui la fit se demander avec anxiété ce qu'il allait bien pouvoir lui faire. Elle s'accrocha à la porte, refusant catégoriquement d'entrer, mais Yuming réussit à la traîner à l'intérieur. Il la déposa, puis lui demanda de changer de vêtements, lui faisant savoir que personne d'autre que lui n'était autorisé à la voir ainsi mouillée. En partant, il dit au serviteur d'aider sa princesse à se nettoyer et à se changer avant de la ramener au banquet. L'empereur admit que la vue au banquet était désormais bien plus élégante. Lorsque Yunchi revint, Yuming remarqua que Baitong la fixait intensément. Après qu'elle eut salué l'empereur, celui-ci lui proposa de la récompenser pour avoir aidé sa fille, Lan Shuang, et lui demanda s'il y avait quoi que ce soit qu'elle désirait, mais Yunchi ne voulait absolument rien. Au contraire, elle était simplement heureuse d'avoir pu contribuer à la poursuite du banquet. Quoi qu'il en soit, l'empereur maintint tout de même cette offre sur la table. Après le banquet, Ocean informa Yunchi que Tanshui avait été retrouvée, mais s'il voulait qu'elle soit rendue indemne, elle devait tenir sa promesse de cesser d'être imprudente et de causer des problèmes. Après son départ, Lan Shuang lui apporta un cadeau pour lui témoigner sa gratitude pour la précieuse guirlande d'orchidées Jizi. Lan Shuang l'aimait énormément. C'était aussi grâce à l'idée absolument incroyable de Yunchi que sa fête d'anniversaire avait pu se poursuivre. Yunchi accepta le cadeau et promit de le chérir précieusement. En quittant Yuming, elles croisèrent Qingwan. Elle remercia Yunchi et révéla qu'elle était la dame dont le sac avait été volé auparavant. Le sac contenait un pendentif de jade, un souvenir précieux de son défunt père, Qingwan. Yunchi remarqua une aura sombre émanant du pendentif et soupçonna qu'il pourrait être possédé par un démon maléfique. Voyant que Qingwan souffrait d'une maladie chronique, elle en conclut que le démon avait déjà causé de grands dommages à son corps. Yun proposa de prendre son pouls, mais Yunchi l'arrêta car il ignorait tout de ses compétences en médecine et de sa pratique. Elle rétorqua que son ignorance ne signifiait pas qu'elle en était incapable. Elle avait bel et bien un moyen de soigner la maladie de Qingwan.
En examinant le pendentif de jade, Yunshi réalisa que si elle tentait d'exorciser le démon, cela pourrait l'endommager gravement. Elle choisit donc de le supprimer temporairement. Elle demanda à Qingwan de porter un chapelet de graines de body une fois rentrée chez elle et d'essayer également de se détendre davantage. Sur le chemin du retour au palais, Yuming supposa que Yungxi complotait quelque chose de malveillant. Il lui dit que son père avait corrompu, persécuté et fait du mal à de nombreuses personnes. Et c'était à cause de lui que le père de Qingwan était mort sur le champ de bataille, sans aucun soutien. Le prince décida d'épargner la vie de Yungxi, à condition qu'elle reste au palais et se tienne éloignée de Qingwan. Mais Yungxi refusa, affirmant qu'elle ne pouvait pas rester loin de sa patiente. Elle n'était pas son père après tout, et puisqu'elle était certaine de pouvoir guérir la maladie de Qingwan, elle ne pouvait pas simplement l'abandonner ainsi. Elle et Yunming ne s'étaient pas rencontrés avant le mariage et se connaissaient à peine, voire pas du tout. Pourtant, elle sentait qu'il se tendait toujours dès qu'elle faisait quoi que ce soit et interprétait ses bonnes intentions de manière négative. Au palais princier de Yi, il demanda aux gardes de l'emmener au pavillon de la sérénité et leur dit qu'elle n'était pas autorisée à mettre le pied hors du palais sans sa permission expresse. Cette nuit-là, elle se plaignit à Shaer du comportement du prince, mais sa servante était simplement ravie de la voir en bonne santé. En ouvrant le cadeau de Lan Shuang, elle fut excitée de découvrir que c'était un fouet. Yunming se retrouva, d'une manière ou d'une autre, au pavillon de la sérénité. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, il fut stupéfait de voir Yunchi danser avec grâce, maniant le fouet. Alors qu'il partait, Shaer demanda à Yunchi si le fait qu'il l'ait emmené voir Lan Shuang signifiait qu'il se souciait d'elle. Mais Yunxi ne s'en souciait absolument pas le moins du monde. Chaque fois qu'elle le voyait, elle ressentait une rage brûlante en elle. Elle souhaitait pouvoir le faire cuire à la vapeur comme une tortue, vraiment. Yungxi était d'accord pour garder ses distances avec le prince. Cependant, Chaer se demanda si Yungxi pourrait continuer à rester éloignée de son époux. Yungxi voulait aussi savoir si elle pouvait réellement garder ses distances avec lui et se demanda pourquoi il les avait espionnés en premier lieu. Le lendemain matin, une servante informa Yungxi que le prince lui avait ordonné de se rendre au hall de la vertu estimée. C'était la résidence de Yueming. Mochi conseilla à Yunchi d'y aller, car elle ne pourrait pas se cacher du prince éternellement. Elle pourrait profiter de cette occasion pour découvrir si le prince possédait également la chose qui le rendait si faible. En arrivant là, basse, la servante informa Yunchi que le prince voulait qu'elle soit responsable de toute la gestion quotidienne de sa résidence. Premièrement, on lui demanda de remplir un réservoir d'eau. Yunchi demanda si le palais manquait de travailleurs, mais la servante n'était pas en position de remettre en question les ordres du prince et n'en avait aucune idée. Yunchi voulait confronter Yuming pour lui demander précisément quelles étaient ses intentions réelles. JR lui conseilla de ne pas le faire, craignant que cela n'irrite davantage le prince. Elle proposa de s'occuper de ses tâches à sa place, car elle y était habituée, mais Yunchi décida de chercher une meilleure solution. Pendant que Chu prenait le thé avec ses sœurs concubines, elles lui demandèrent si le prince était venu la voir récemment, mais le prince n'avait envoyé personne pour la saluer. Étant trop occupé par son travail, elles étaient si envieuses d'elle, alors Chu promit de transmettre leur mal d'amour au prince lors de leur prochaine rencontre. Personnellement, elle n'avait aucune intention de vieillir et de mourir seule dans ce palais, c'était hors de question. Sa servante lui apporta des nouvelles, puis elle dit aux autres qu'un spectacle divertissant les attendait. Si elle la suivait, elle le découvrirait. Yunchi, quant à elle, avait sculpté du bambou et l'avait utilisé pour fabriquer un petit entonnoir afin de remplir le réservoir d'eau. Chu et ses sœurs vinrent se moquer d'elle, et Chu proposa de plaider sa cause auprès du prince pour la sortir de cette situation. Cependant, Yunchi ne se souvenait de Chu que comme de la dame qui se faisait toujours gifler et qui se blessait si facilement. Alors elle dit à Chu que le prince était cruel et lui conseilla de rester à l'écart afin de ne pas être giflé à nouveau. Chu et les autres concubines virent le bambou coupé, qui n'avait été acheté que très récemment. Yunchi expliqua pourquoi elle l'avait fait, et Chu la réprimanda, disant qu'elle avait besoin de sa permission pour toucher quoi que ce soit dans ce palais. Chu affirma que le prince lui permettait de tout superviser, donc même les arbres et l'herbe étaient de sa responsabilité. Quand Yunchi apparut, elle courut vers lui, pleurant et lui demandant de rendre justice, car Yunchi avait coupé le précieux bambou qu'elle avait planté. À sa grande surprise, le prince décida en fait que Yunchi devrait gérer son palais et était impatient de voir comment elle s'en sortirait. Cependant, Yunchi refusa catégoriquement. Ce n'était pas parce qu'elle avait dit qu'il avait un goût affreux qu'elle voulait gérer cet endroit. C'était un travail difficile et une vraie corvée, une plaie. Elle n'était même pas le moins du monde intéressée. Alors Yunming permit à Chu de continuer à le gérer, mais déclara que Yunchi le servirait dans le hall de la vertu estimée. Il insista sur le fait que c'était son devoir en tant que princesse de le servir et menaça de la discipliner si elle refusait ses ordres formels. Alors que Yunchi partait, Chu bouillonnait de rage et jura de ne jamais pardonner à Yunchi. Pendant qu'elle lui coiffait les cheveux, Yunchi se demanda pourquoi le prince voulait soudainement qu'elle le serve. Quand elle eut fini, il lui demanda de balayer la cour avant de partir. Hunchi tenta de dire que ce n'était pas l'accord, mais le prince affirma qu'il n'y avait aucun accord et qu'elle devait seulement faire ce qu'il disait. Si Hunchi avait su que Cheer serait impliqué dans cette affaire, elle lui aurait arraché quelques cheveux à Yuming, c'est certain. Alors que la fée laissait tomber des feuilles sur eux, Hunchi remarqua qu'il n'y avait pas de vent et que les pétioles étaient encore frais. Elle savait que quelqu'un devait être derrière tout cela. En se retournant, la fée fut surprise qu'elle puisse le voir. Vraiment. Elle lui dit de reprendre ses feuilles, mais il refusa.
Soudain, la fée des fleurs que Yunchi avait rencontrée plus tôt le frappa et descendit voir Yunchi. Yunchi avait voulu la remercier pour son aide la dernière fois, c'était important, et bien que Cher ne pût les voir, elle se présenta également. Voyant que Yunchi devait balayer la cour, la fée féminine proposa son aide. Mais la fée masculine dit rapidement qu'il le ferait et se présenta ensuite comme Mu Qing, un être puissant, c'était une fée des arbres. Et en un éclair, il rangea l'endroit. Après cela, Yun commença à jouer sur une balançoire. L'arbre qu'elle utilisait se mit soudainement à briller. Voyant cela, Yunchi utilisa sa magie pour faire fleurir les feuilles, et l'esprit de l'arbre Gingo se montra alors, disant à Yunchi qu'il avait dormi pendant de très nombreuses années. Avant qu'il ne puisse en dire la raison, il se rendormit. Puisqu'il venait de se réveiller du saut, il lui faudrait un certain temps pour récupérer pleinement. Mais au moins, son arbre rendrait le palais plus vivant. Des servantes passant par là trouvèrent étrange que l'arbre ginkgo, autrefois mort, ait soudainement poussé des feuilles. On disait qu'aucune herbe ne pousserait autour de cet arbre. La nuit, Yuming apprit que 3 mois auparavant, une autre fille était apparue dans la maison du grand conseiller. Elle avait été élevée sur la montagne des esprits nuageux parce qu'elle était considérée comme un porte-malheur depuis son enfance. Le prince réalisa que la maison du grand conseiller avait trompé l'empereur en envoyant Ningxi, et que toute leur famille pourrait être décapitée pour cela. Pour en être certain, il demanda à son espion de vérifier à nouveau, avec diligence. Au même moment, Chu reçut des nouvelles concernant l'arbre Gingo qui était soudainement revenu à la vie. Chu Zu lui dit également que le chef taoïste était absent de la ville et reviendrait dans quelques jours. Cette fois, Chu jura de faire en sorte que Yunchi montre qu'elle était une sorcière maléfique. Yunchi commença à fouiller partout dans la chambre de la princesse à la recherche de l'anneau dont Mochi lui avait parlé. Alors qu'elle vérifiait sous les draps, Yuming apparut derrière elle. Elle tenta de le repousser, mais en fut incapable. Il la taquina, lui demandant pourquoi, si elle était si intéressée par son lit, elle le repoussait avec tant de force. Alors qu'elle tentait de partir, Yunming l'arrêta, lui demandant ce qu'elle cherchait. Mais Yunchi affirma qu'elle ne faisait que ranger. Alors il lui dit de garder la pièce bien rangée à partir de maintenant et qu'elle était la meilleure personne pour cette tâche importante. Elle tenta de le frapper, mais il attrapa son poignet. Il était ravi qu'elle soit si excitée le matin. Après cela, ils allèrent prendre le petit déjeuner ensemble. Voyant à quel point Yunchi était excité, le prince lui dit que c'était juste de la nourriture ordinaire, rien de spécial, mais elle affirma que la nourriture délicieuse était comme un élixir, et il la taquina en disant qu'elle prendrait du poids. Mais elle répondit en gros, non, non, c'est toi qui prends du poids. Et tout le monde dans tes palais d'ailleurs. Dans ce jeu, Zekatro, Yunming ne comprenait pas pourquoi, mais il la trouvait charmante. Elle lui demanda pourquoi il souriait, et il répondit que c'était la première fois qu'elle n'était pas en désaccord avec lui. Il fut donc pris de court, un peu surpris. Puis il commença à la nourrir. Après le petit déjeuner, alors qu'elle nettoyait le bureau de Yuming pendant qu'il lisait, elle n'avait toujours vu aucun signe de l'anneau. Elle décida donc de vérifier s'il l'avait sur lui. Alors qu'elle sortait, il ne put s'empêcher de se demander ce qu'elle tramait exactement. Eunji revint, lui apportant du thé. Les mains tendues, elle remarqua qu'il ne portait aucune bague. La princesse trébucha sur sa robe, faisant renverser le thé sur Yumin. En le nettoyant, elle fouilla ensuite ses vêtements à la recherche de l'anneau, mais ne trouva toujours rien et en conclut qu'il n'était pas celui que Mochi recherchait, après tout. Elle décida rapidement de prendre congé, mais Yumin était furieux qu'elle tente de partir après avoir joué avec lui. Il lui tint les mains, l'attira près de lui et l'embrassa tendrement. Même avec Yunchi se débattant, il ne la lâcha pas avant de remarquer qu'elle pleurait amèrement. Il la serra chaleureusement, essayant de la consoler, mais elle lui donna un coup de poing dans le ventre et s'enfuit. Yunchi retourna en courant dans sa chambre, disant à Cheer qu'elle était juste épuisée et qu'elle avait besoin de se reposer. Elle était toute rouge et ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si vite. Ensuite, Yunchi a dit à Mochi que le prince n'avait aucune bague sur lui. Le lendemain, Yunsi a été informée que Yunsi ne se sentait pas bien, c'est pourquoi elle n'était pas venue s'occuper de lui. Elle ne voulait pas voir de médecin et a insisté pour avoir quelques jours de repos. Cependant, Yuming a demandé à la servante de donner à Yunchi le tonique de santé et les collations que l'empereur avait envoyées en cadeau. Au pavillon de la sérénité, Yunchi a dit à Chir qu'elle allait habituellement chasser des trésors les jours de pluie à la montagne des esprits célestes. Elle a ensuite suggéré qu'ils partent à la chasse aux trésors, et Sésame était très désireux de les accompagner. En cherchant, Yungsi a trouvé des champignons oreilles de bois et en a jeté quelques-uns à Cheer. Quand sa servante a essayé de les ramasser, elle a été choquée de voir le prince se tenir devant elle. Yungsi a remarqué que Sésame s'était soudainement évanoui, alors elle s'est retournée et a vu Yuming. Elle a glissé de la branche, et c'est à ce moment-là que le prince est intervenu pour la rattraper. Avec son visage si près, Yunchi était troublé et l'a repoussé. Dans sa chambre, il voulait qu'elle le sèche, elle a refusé. Elle lui a dit qu'elle était malade mais se sentait un peu mieux. C'est pourquoi elle était allée cueillir des champignons oreilles de bois. Mais puisqu'elle avait dit qu'elle allait mieux, Yuming a estimé qu'elle pouvait continuer à le servir. Le service continu serait ridicule, Yunsi attrapant un bâton et essayant de le sécher à distance. Et le prince, bien sûr, voulait qu'elle utilise ses mains et se demandait pourquoi elle le trouvait si répugnant. Yunchi admettrait qu'elle était agacée par la façon dont il aimait la tourmenter. Furieux, Yunchi l'a plaquée contre le mur, lui rappelant qu'elle l'avait épousée et était devenue sa princesse. Peu importait qu'elle l'aime ou non. Yunchi a essayé d'expliquer qu'elle n'avait pas le choix, mais Yunchi lui a forcé un baiser.
Yunchi a halté tandis que Yunchi la regardait droit dans les yeux, lui disant que c'était ce qu'elle obtenait pour l'avoir irritée. Puis il l'a embrassée de nouveau. Elle l'a frappé pour se libérer, lui demandant pourquoi il lui faisait ça. Elle ne comprenait pas pourquoi il continuait à la taquiner. Pourquoi se rapprocher d'elle maintenant alors qu'ils étaient heureux de vivre chacun de leur côté? Elle voulait qu'ils gardent leur distance et la suppliait d'arrêter de la déranger. En réponse, le prince a frappé le mur à côté d'elle et lui a dit que ce n'était que de la pure illusion. Alors qu'il partait, des images de Yoon-si ont traversé son esprit, le rendant encore plus furieux, puis son espion est revenu, l'informant de sa véritable identité. Yoon Chang était la deuxième fille d'Oshen, qui devait initialement l'épouser. Cependant, la femme qui est devenue sa princesse était Yoon-chi, une porte-malheur depuis l'enfance, élevée sur la montagne des esprits célestes. Z est venu chercher Yoon-chi alors qu'elle préparait de la nourriture avec Che-er. Et dès qu'il l'a vue, il s'est jeté sur elle pour la serrer dans ses bras. Yoon-chi a dû le frapper pour qu'il se calme. Il les a ensuite rejoints pour leur repas, mais ne s'attendait pas à ce que les champignons oreilles de bois sentent si mauvais. Zedmo a demandé pourquoi Yoon-si restait dans cet endroit hanté, mais elle a affirmé aimer ça ici. Pourtant, il trouvait injuste qu'une princesse réside dans un tel endroit, c'était vraiment déplacé. Quand Yoon-si est apparu, son frère lui a crié dessus pour avoir fait rester la princesse ici, mais Yu-ming a mentionné qu'il n'avait pas encore réalisé que Yoon-chi était sa belle-sœur, et a dit que tout ce qui se passait entre eux ne le regardait absolument pas. Les mots de Yu-ming ont transpercé Zemo comme une lame. Quand le prince Ye s'est approché d'elle, Yoon-chi a lentement essayé de s'éclipser, mais a été surprise quand il l'a appelée par son vrai nom. Yoon-ji a cru l'avoir mal entendu, mais le prince a révélé qu'il savait qu'elle était la première fille d'Oshan, considérée comme une porte-malheur et abandonnée très jeune. Elle a essayé de le nier, mais Yumin lui a dit qu'il avait des preuves. Elle a compris qu'il ne prévoyait pas de la démasquer, puisqu'il était venu exprès pour le lui dire, et elle avait raison. Le prince a demandé qu'elle vienne à sa résidence tous les jours et le serve de bon gré, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Yoon-ji était furieuse, mais Mochi ne comprenait pas pourquoi elle était si en colère. Parce que si quelqu'un lui disait de le servir, il casserait tout dans leur maison. Et en entendant cela, la princesse a eu une idée lumineuse. Au hall de la vertu estimée, on a dit à Yoon-ji de nettoyer la collection de vases de la princesse, mais elle a fini par les casser. Elle espérait que cela dissuaderait Yoon-chi de vouloir qu'elle le serve, mais il a dit que c'était bien puisqu'il pouvait simplement en acheter d'autres. Yoon-chi ne s'arrêterait pas là, cependant. Elle laisserait tomber ses nouveaux vêtements dans la rivière, déchirerait ses livres et gâcherait son bonsaï préféré. Pourtant, le prince n'était pas dérangé. Tant que Yoon-chi allait bien, il lui a demandé de continuer à le servir. Après cela, elle a mis le feu à la cuisine. Quand cela a été rapporté au prince, il a vérifié que sa princesse allait bien et a décidé de simplement construire une nouvelle cuisine. Yoon-chi ne comprenait pas pourquoi il n'était pas le moins du monde en colère, mais Yoon-ming avait décidé de laisser Yoon-chi s'amuser à détruire, car il voyait déjà clair dans ses ruses. De retour chez son père, Yoon-chi était toujours puni pour avoir détruit des choses par accident, et cela la faisait se demander pourquoi rien ne se passait ici au palais. Elle devait trouver un moyen de faire en sorte que Yumin reconsidère l'idée de la faire le servir. Alors qu'elle pensait à casser quelque chose de plus précieux, le prince s'est approché d'elle, lui présentant des objets encore plus précieux qu'il avait achetés. Il lui a donné la permission de les utiliser pour continuer son divertissement. Puisqu'il était beau et riche, il ne se souciait pas de gaspiller de l'argent pour elle. Yoon-ji lui dirait de ne pas s'inquiéter. Et en sortant, il l'a arrêté, lui disant de dîner avec lui d'abord, puis de préparer son encre puisqu'il travaillerait tard. Son froncement de sourcils s'est transformé en un grand sourire devant toute cette nourriture délicieuse. Yoon-ming, d'un autre côté, aimait la regarder manger. Il s'approchait de son visage et essuyait lentement un grain de riz, laissant Yoon-chi rougir. Après qu'elle ait préparé son encre, le prince lui a demandé de s'asseoir tranquillement au lieu de partir. Elle a essayé de rester éveillée en utilisant les méthodes les plus ridicules, mais quand elle s'est endormie, le prince a porté Yoon-si dans la chambre et l'a bordée. Il a admiré son visage pendant un certain temps, et quand il a essayé de partir, elle a soudainement attrapé sa main. Le prince a essayé de se libérer, mais il a fini par être entraîné dans le lit avec elle. Il l'entendait dire à Sésame et Mochi de se taire dans son sommeil, et il ne pouvait pas croire qu'elle mangeait même dans ses rêves. Il la considérait comme une femme si gloutonne. Au matin, Yoon-chi s'est réveillée, surprise de voir Yu-ming à côté d'elle. Il a ressenti une vive douleur dans ses mains en essayant de se lever. Alors Yoon-chi a profité de cette occasion pour s'enfuir de la pièce. Dehors, elle a remarqué la présence d'un démon et a menacé de s'en occuper s'il ne partait pas. Le démon lui a jeté des pierres par derrière, mais le prince est apparu juste à temps pour la sauver. Cependant, il ne pouvait pas voir le démon. La princesse leur a dit de s'éloigner parce qu'il ne faisait que la retenir, mais Yu-ming la protégerait une fois de plus, subissant une blessure au dos. Il la protégeait parce qu'elle était sa princesse, sa bien-aimée. La prochaine attaque du démon a été bloquée par Yoon-chi, qui a érigé un bouclier spirituel, dispersant l'attaque du démon. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il vise le prince ensuite. Alors qu'elle utilisait son corps pour le protéger, le prince a eu une vision d'elle sautant doucement dans ses bras, et la bague de jade que Yoon-si cherchait est soudainement apparue à son doigt. Avec le pouvoir de la bague, le prince pouvait voir le démon, mais il a immédiatement disparu.
Il était également confus quant à l'origine soudaine de la bague, mais s'est affaibli car l'attaque du démon affectait toujours son corps. Mochi a senti quelque chose dans sa chambre. Yunji a coupé les vêtements du prince pour panser sa blessure, mais il ne saignait pas. Il n'y avait qu'un bâton avec une aura sombre qui sortait de sa poitrine. Alors qu'elle tentait de le toucher, l'esprit Ginko l'a arrêté puis a utilisé ses pouvoirs pour retirer le bâton démoniaque. L'endroit étant maintenant une blessure ordinaire, il a donné à Hunchi une pommade qui pouvait être utilisée pour la traiter. Après que la princesse ait pansé les blessures, elle a dit à Mochi qu'elle avait vu la bague de jade, mais qu'elle avait disparu lorsque le démon s'était évanoui. Ginko a ensuite expliqué que la bague n'apparaissait que lorsque Yunming était en danger, puis devenait invisible une fois le danger passé. Quand le prince s'est réveillé, Yunchi lui a donné de l'eau et s'est excusé qu'il ait été blessé à cause d'elle. Voyant que c'était la seule raison de son inquiétude, il s'est senti un peu triste de ne pas encore l'avoir touché. Puis, le prince a reconnu qu'il pouvait voir les esprits dans cette pièce. C'était sa première fois et il les avait remarqués depuis l'apparition de la bague de jade. Elle a été choquée qu'il n'ait pas peur d'eux, puis a présenté les esprits en expliquant qu'elle avait été envoyée à la montagne des esprits célestes en raison de sa capacité à les voir. La princesse a ensuite remarqué que Mochi et ses âmes n'étaient plus faibles autour de Yumin. Ginko a expliqué que c'était parce que le cristal du royaume des démons sur la bague, qui créait une barrière pour empêcher les démons et les esprits de s'approcher, avait été détruit. Yuming a demandé qui avait placé la barrière protectrice sur lui, mais Yuming ne le savait pas. Quoi qu'il en soit, elle a promis de le protéger à partir de maintenant. Elle le nourrirait, soignerait ses blessures et l'aiderait à s'habiller après un bain. Même après que la blessure de Yumin ait guéri, Hunchi le nourrissait toujours pendant qu'il travaillait. Alors qu'il caressait son visage, elle a rougi. La nuit, quand elle l'abordait, le prince lui a tenu la main et l'a soudainement tiré dans le lit aussi. Elle l'a accepté, sentant qu'elle était la raison pour laquelle il avait été blessé en premier lieu. Au matin, elle s'est réveillée avec le prince qui la fixait. Elle a rougi intensément, puis lui a demandé de lâcher sa main, mais il la tenait fermement. Elle a essayé de le pincer, mais a remarqué que sa peau était encore plus lisse que celle d'une femme. Yuming lui a demandé de s'allonger tranquillement à côté de lui, attisant encore plus sa colère. Elle a menacé de le blesser même s'il était blessé. Cependant, le prince lui a dit de faire ce qu'elle voulait. Et dans ce doux moment, ils étaient sur le point de s'embrasser jusqu'à ce qu'un coup à la porte les interrompe. Se sentant troublée, elle est tombée du lit, ce qui a fait rire Yumin. Dehors, Surong a essayé de dire à Chu que le prince ne souhaitait pas être dérangé. Néanmoins, Chu l'a poussé hors de son chemin. Youngsi a ouvert la porte et a été choqué de la voir. Alors que Chu forçait son entrée, s'approchant du prince, il l'a réprimandé pour avoir osé offenser sa princesse devant lui. Il lui a ordonné de sortir, lui faisant savoir que Yunsi était suffisante pour prendre soin de lui. Plus tard, Chu a supposé que Yunchi utilisait la sorcellerie sur le prince. Elle a donc ressenti le besoin de ramener Yuming à la raison. Chuzu était d'accord avec elle et avait même entendu des rumeurs à ce sujet. Puisque le chef taoïste, Mei Hai, était revenu, Chu a exigé qu'il soit invité au palais immédiatement, quel qu'en soit le coût. Elle a également dit à Chuzu d'informer les autres concubines afin qu'elles puissent venir faire une scène. Alors que Chu partait avec ses concubines, elle s'est plainte à un serviteur que le chef taoïste n'était pas encore là. Et juste au moment où elle disait cela, Mei Hai est apparue devant eux, s'excusant de son retard. Arrivée au pavillon de la sérénité, Chu a ordonné à ses servantes d'attraper Keche. Mei Hai a alors commencé un rituel et a senti une présence de grand mal ici. Chu lui demanderait de commencer l'exorcisme. Chuer a essayé d'expliquer qu'il n'y avait pas d'esprit maléfique ici et a supplié Chu d'avoir pitié, mais Chu a alors ordonné à Chuerzu de la gifler. Sésame a vu ce qui se passait et a commencé à frapper les servantes pour libérer Jayer. Il prendrait la forme d'un grand nuage de poussière pour les effrayer, mais Mei Hai a utilisé ses pouvoirs pour le disperser. Il a menacé Sésame de partir ou il périrait ici. Enragé, le petit esprit a tiré une boule de feu sur le chef taoïste. Mei Hai a ensuite invoqué un esprit qui a bloqué l'attaque et a projeté Sésame au sol. Pendant que les esprits se battaient, Mei Hai a continué à ériger une barrière. De retour au pavillon, Yunji a été choqué de voir Chu, et les autres concubines lui expliquaient qu'elle avait amené le chef taoïste pour exorciser les mauvais esprits ici. Mais le seul esprit maléfique que la princesse voyait, c'était elle. Alors elle leur a dit à toutes de se taire et de partir. Elle s'est précipitée pour aider Sésame quand elle l'a vue blessée au sol. Puis elle a repoussé les servantes qui retenaient Teye. Furieuse, Yunchi a giflé Chu violemment, lui rappelant qu'elle n'était qu'une concubine. Pendant ce temps, la barrière de Mei Hai a fait flétrir l'arbre ginkgo de nouveau. Yunchi a jeté un talisman contre celui de Mei Hai et a brisé son sort. Ensuite, elle a instantanément vaincu l'esprit qu'il avait invoqué pour l'aider à combattre. Voyant que le chef taoïste se protégeait avec une barrière, elle a jeté son propre sort pour la faire tomber. Reconnaissant ses compétences, Mei Hai a proposé de la prendre comme apprentie, mais elle a répondu qu'elle avait déjà un maître. Quoi qu'il en soit, il l'a ligotée, essayant de la forcer à venir. C'est alors que Yuming est apparu, tenant une lame à la gorge de Mei Hai, menaçant que si un autre homme que lui s'approchait de sa princesse, il mourrait. Le prince a attaqué Mei Hai, brisant la barrière avec son épée. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup suivant, le chef taoïste a disparu sous un nuage de fumée.
Après cela, Chu a essayé d'expliquer qu'elle voulait exorciser les mauvais esprits du pavillon de la sérénité. Cependant, Yu-Ming a pointé sa lame sur elle, leur ordonnant de sortir et menaçant de les tuer s'ils revenaient un jour ici. Yoonji a ensuite demandé à Ginko d'aider à guérir Cheer et Sésame, et il semble que Sésame ait eu besoin de plus de temps pour récupérer. Mochi arrivant en retard à la fête, la princesse l'a réprimandé pour son absence, alors que Sésame avait failli mourir. Yu-Ming l'a ensuite porté dans la chambre et l'a jeté sur le lit. Il était contrarié que le taoïste l'aurait emmené s'il était arrivé plus tard. Il a promis de la protéger et de ne plus jamais laisser une telle chose se produire. Elle était sa princesse, donc seul lui pouvait se délecter de sa beauté. Tous les autres hommes étaient interdits. Le lendemain matin, la princesse a été réveillée par le prince qui effectuait des travaux de redécoration du pavillon. Quand elle est sortie, il lui a dit qu'il vivrait ici à partir de maintenant. Elle ne s'y attendait pas du tout. Ailleurs, le démon qui les avait attaqués plus tôt a informé son maître qu'il avait trouvé l'emplacement de la bague. Et c'est là que je m'arrête pour l'instant. Cette série a bien une deuxième saison, mais je n'ai pas eu envie de la couvrir cette fois-ci car ils ont opté pour la voie de la 3D. Je considérerais la couvrir s'il y a suffisamment d'intérêt, mais dans l'ensemble, cette série est plutôt une comédie romantique légère et sans prétention. Je ne suis pas le plus grand fan des récits sans direction. Et si vous ne l'avez pas remarqué, les noms chinois sont assez difficiles pour moi. Mais que pensez-vous de cette série vous tous? Abonnez-vous pour plus de contenu. Mais pour l'instant, regardez cette prochaine vidéo. C'est moi, Confité. Je vous retrouve tous dans la prochaine.